C'est parti. Bonjour à tous. Bienvenue pour le premier webinaire de la Mobile Banking Factory avec PSA Peugeot Citroën. Écoutez, bon ben voilà, ça fait maintenant un petit peu plus de 3 semaines qu'on a lancé la Mobile Banking Factory 2. Alors comme on a des inscrits un petit peu tous les jours, j'aime bien voilà recadrer ce que c'est que le principe du concours. En fait, la Mobile Banking Factory 2, c'est un challenge de 2 mois, un challenge de développement d'applications mobiles. Donc c'est organisé par le CA Store. Et en fait, pendant ces 2 mois, les participants sont incentivés pour développer des applications mobiles innovantes autour des transports et des véhicules connectés. Bon, voilà, c'est un challenge qui est en 4 étapes. Donc la journée de lancement qui a eu lieu le samedi 14 mars dernier. Et on est en plein milieu de la série de webinars, webinars sur les API partenaires, hein, pour vous accompagner dans le développement de vos applications sur cet événement. On enchaîne ensuite dans une phase de micro-hackathon, c'est-à-dire que, comme certains d'entre vous ont pu le voir, on va faire des petits groupes de travail chez BeMyApp. Le premier hackathon a été annoncé, c'est le 11 et 12 avril prochain. Je vous ai envoyé un mail avec un lien, un Google Form pour vous y inscrire. Donc je vous invite à vous inscrire si vous n'avez pas encore fait. Concrètement, qu'est-ce que c'est? C'est un week-end chez BeMyApp avec du support technique, sachant que ce premier hackathon sera dédié aux partenaires Salesforce, Orange et bien sûr Crédit Agricole. Et un week-end pendant lequel en fait on vous accompagne, on vous apporte du coaching, du soutien technique, mais aussi design pour terminer vos applications mobiles. Et ensuite, bon voilà, le challenge donc en 4 étapes. La 4e étape, c'est la grande finale au village qui approche, hein, mine de rien. Donc voilà, la journée de lancement, quelques chiffres pour ceux qui n'y étaient pas. On a eu donc 200 participants. 25 idées pitchées, 40 équipes en compétition. Donc voilà. Un petit rappel des co-organisateurs de cet événement, à savoir Orange Partner, PSA Peugeot Citroën, Salesforce, Exi. Organisé en partenariat avec Deezer, Motwin, Uber et Zenpark, que vous connaissez maintenant. Et bien sûr supporté par une équipe de partenaires communautaires. Donc le viticulteur Aura Technologique, Parcadom et le village, où se déroulera la finale d'ailleurs, mais également une équipe de médias partenaires, en l'occurrence BigGeek, Bonjour Idée, Comic Strip, Programmé, les objets connectés et le web des objets. Donc voilà, ils ont tous relayé l'événement. Si vous ne connaissez pas ces sites, bien sûr, je vous invite à voilà, jeter un coup d'œil un petit peu sur leur contenu, c'est très intéressant. Concernant les dotations, donc voilà, 50 000 € de dotation, donc PSA Peugeot Citroën propose 10 000 € en cash, ok, donc à l'application qui fera la meilleure utilisation de leur API, donc l'application la plus innovante. Et puis bon ben voilà, avant de vous introduire donc Noé et Mickaël qui sont avec nous, je voulais quand même vous rappeler que nous avons donc un agenda de webinaire qui est au complet sous vos yeux. Pour rappel, nous allons programmer très probablement le lundi 13 avril un webinaire dédié à la mise en ligne des applications sur les stores. C'est-à-dire qu'en fait, ce sont 2 intervenants qui sont experts des stores, donc Google Play, Windows et iOS, qui vous expliqueront pendant 1 heure des astuces pour en fait et des conseils, un accompagnement, on va dire d'1 heure, pour vous expliquer le processus de voilà comment distribuer une application mobile sur les différents réseaux. Donc là, pareil, je vous enverrai une invitation très prochainement. Pour ceux qui n'ont pas pu assister aux différents webinaires ni à la journée de lancement d'ailleurs, tout est en ligne sur la chaîne YouTube de la Mobile Banking Factory 2, ok. À savoir, ce webinaire sera également en ligne sur la chaîne YouTube. Et puis voilà, bon, je pense que c'est important aujourd'hui de rappeler à tous les participants qu'il y a seulement, il y a quand même 19 jours qui ont été écoulés depuis le lancement.
et qu'il vous reste à peine 47 jours avant la grande finale. Donc voilà, vous le savez, 45 jours, c'est pas beaucoup. Il faut que voilà, vous puissiez passer la vitesse supérieure dans le développement de vos apps. Je vois que certaines personnes sont actives sur Slack, mais je vous encourage à vraiment mettre les bouchées doubles quand vous pouvez. En l'occurrence, le week-end, le soir, vous pouvez venir chez BeMyApp. Pour ceux qui sont en province, on organise des Skype et des sessions de one-to-one. Et puis voilà, il y a pas mal de ressources à votre disposition. N'hésitez pas à nous faire signe si vous avez besoin de ressources supplémentaires. Comme je vous le disais tout à l'heure, donc le premier hackathon de la Mobile Banking Factory 2, qui a lieu donc le 11 et 12 avril dans les bureaux de BeMyApp dans le 11e arrondissement. Pour vous inscrire, un bit.ly, ok, donc bit.ly/1 hackathon MBF2. Pourquoi un hackathon? Parce qu'il y aura une deuxième édition qui viendra courant mai, même principe, pour vous aider à rusher ensemble avec nous, avec du soutien technique pour finaliser vos applications mobiles. Donc voilà, là l'idée c'est vraiment des petits groupes de travail, des sessions de one-to-one avec les partenaires, mais aussi des coachs externes, hein, donc qu'on vous présentera en temps voulu. Et puis voilà, toutes ces ressources à disposition chez BeMyApp dans une ambiance conviviale. Je suis en train en ce moment de commander un barbecue. Donc voilà, à bon entendeur. Hein. Encore une fois, Slack, très important. Comme vous voyez, tous les partenaires sont actifs sur Slack. Encore, je voyais des échanges là dans le channel Peugeot Citroën. N'hésitez pas à poser vos questions, à mentionner dans vos questions le partenaire concerné. Voilà, on essaie vraiment d'être réactif là-dessus. Donc n'hésitez pas à interagir avec cette interface. Voilà, du coup, il est temps pour moi de laisser la parole à Noé et à Michael. Noé, tu es avec nous? Ouais. Je pense que Noé, tu rigoles parce que tu as vu ta photo, c'est ça? Exactement, ouais. Bon, mais très bien. Mais du coup, voilà, je vous laisse la main. Noé, que vous avez pu rencontrer à la journée de lancement le 14 mars dernier. Et puis Michael, qui est également là pour répondre à vos questions. Pour ceux qui n'ont jamais utilisé l'interface webinar, vous pouvez poser vos questions sur l'interface chat. Nous, on voit les questions que vous posez. Si vous avez des commentaires, comme vient de le faire Timothée, le son est saturé chez moi. Écoute, j'espère que Timothée, tu as pu entendre ce que j'ai dit. Mais voilà, n'hésitez pas à interagir sur cette interface-là, à poser vos questions techniques ou concernant le challenge. On est là pour y répondre. Noé, je te passe la main. Ok. C'est bon, vous voyez mon écran? Yes. Ouais, ok. Bonjour à tous. Donc je vais vous parler moi sur ce premier webinar. Je vais faire un petit retour sur le process d'inscription et puis sur présenter nos API, voir comment elles fonctionnent. Voilà, donc il y a Michael qui est avec moi, qui est l'expert des API et qui pourra répondre à toutes vos questions relatives au développement. Et puis moi qui vous présente les slides. Alors le planning, on va voir les principales étapes qu'il faut respecter pour pouvoir utiliser les API PSA Peugeot Citroën. Je vais faire un petit focus sur l'enregistrement du site parce que j'ai vu pas mal de personnes qui sont enregistrées mais qui ne sont pas allées jusqu'au bout du process, donc je pense que il faudrait peut-être faire un petit focus là-dessus. Et ensuite, je vous expliquerai comment fonctionnent les API PSA Peugeot Citroën, comment on les utilise et quelle est la logique qu'on a utilisée. Si on a le temps, on fera une petite démo, je vous ferai une petite démo d'une appli qu'on a réalisée assez rapidement là, sur Cordova. C'est pas pour vous montrer comment on développe une appli sur Android et iOS, que je pense que vous savez le faire mieux que nous, mais juste pour vous montrer comment on peut intégrer les API. Et puis on aura une petite session de questions-réponses. Enfin, les questions-réponses, finalement, vous pouvez les poser tout au long de la démo sans problème. Les étapes, elles sont très simples, hein, il y en a 4. Vous vous inscrivez sur le site, vous allez choisir un plan de consommation de nos API que nous, on va valider. Ensuite, une fois qu'on valide, on vous envoie toutes les infos pour que vous ayez accès à des données de voitures de test, qui sont des voitures de notre parc de test. Alors, évidemment, si vous avez une voiture compatible
on peut l'activer, hein, vous pourrez jouer avec votre propre voiture. Et quatrième étape, ben, vous pouvez commencer à développer dès que vous avez reçu toutes les infos, ce qui se fait normalement en moins d'une demi-journée parce que je check assez régulièrement les inscriptions. Un petit rappel concernant les données des véhicules. Les données des véhicules ne nous appartiennent pas, elles appartiennent ni à PSA ni à vous, elles appartiennent aux propriétaires des véhicules. Donc on ne fait pas n'importe quoi avec les datas des voitures. Les données sont collectées qu'à sa demande, c'est-à-dire que nous, PSA, on n'active pas les véhicules sans l'accord du propriétaire, et c'est le propriétaire qui contracte un service chez nous et qui va pouvoir ensuite avoir les données de son véhicule qui vont être collectées par nos systèmes. Alors ce contrat-là, il y a un contrat gratuit et après il y a des contrats payants, ça dépend des services qu'on va rattacher à ce contrat-là et c'est le client qui choisit. Et enfin, toutes les données sont collectées sur les véhicules toutes les minutes. Et vous avez ensuite la vue de toute la minute qui vient de s'écouler. Plus ensuite, il y a des trames particulières, on rentrera dans le détail un petit peu après, qui se passent au démarrage, à l'arrêt du véhicule, quand on rentre en mode privacy, parce que si on ne souhaite pas que son trajet soit collecté, il y a un mode de privacy dans le véhicule, et puis malheureusement aussi en cas de crash, parce que c'est les infos de sécurité qui remontent à ce moment-là, et qui alertent également les centres de secours dans les véhicules connectés. Voilà, alors pour s'enregistrer, vous allez voir que c'est assez simple. Il y a le site, notre site d'API s'appelle service-data.mpsa.com, c'est en HTTPS. Sur ce site-là, vous allez trouver toute la documentation de l'API et vous allez avoir un lien qui va vous amener sur cette interface et c'est sur cette interface que vous allez vous enregistrer. Sur cette interface, vous allez cliquer sur Join, vous allez avoir un formulaire, hein, où vous remplissez votre adresse mail, une organisation et tous les détails qui vont bien. Une fois que vous avez validé ce premier formulaire, vous allez recevoir un mail automatiquement avec un lien qui permettra d'activer votre compte. Une fois que vous avez activé, vous pourrez à ce moment-là, après avoir cliqué sur Signing, vous signer sur le portail et accéder à l'API. Donc là, j'ai créé un compte bidon, l'agent Dupont, et j'ai maintenant accès à l'API. Une fois que vous êtes arrivé là, vous n'avez pas fini. Et je pense qu'il y a pas mal d'entre vous qui sont un petit peu arrêtés en chemin, ils ont pensé qu'une fois qu'ils étaient là, c'était fini. Non, il va falloir que vous créiez une application. Pour ça, vous avez un petit bouton là, avec un A, qui est le bouton des applications. Quand vous cliquez dessus, par défaut, vous n'avez aucune application de créer. Il va falloir sélectionner le bouton plus ici pour pouvoir pour pouvoir ajouter une application. Donc une fois que je clique sur le bouton plus, j'ai un petit formulaire qui s'ouvre où je peux rentrer le nom de mon application et une description. Je vous rentrez ce que vous voulez, hein, c'est votre appli. Ça va vous donner cette fenêtre. Et sur cette fenêtre, vous allez avoir apparaître ici qui est masqué, le Client ID. Le Client ID, c'est la clé de votre application. C'est cette clé-là qu'il va falloir utiliser dans tous les appels aux API et qui va permettre d'identifier votre application. Ok, donc une fois que vous êtes créé votre compte, que vous êtes connecté et que vous avez créé votre application, il va falloir demander une subscription. Il va falloir souscrire à un plan de consommation des API. Parce que pour l'instant, vous n'avez toujours pas le droit d'accéder au contenu des données. Pour accéder à ce plan de consommation, vous revenez sur la page des API, vous en prenez une au hasard, mettons Place. Voilà, et là, sur le côté, tout en haut, vous avez un petit menu Select a Plan. Vous cliquez dessus. Pour l'instant, il n'y a qu'un seul plan de consommation qui s'appelle Connected Car et qui vous donne accès à 1000 hits par jour par API. Donc, quand je dis par API, c'est pour crash, pour eco-driving, pour environnement, maintenance, etc. 1000 par jour, c'est largement suffisant pour faire vos développements. Nous, on surveille un peu la consommation de vos applis. En moyenne, vous êtes à une cinquantaine de hits par jour. Donc, il y a encore largement,
vous en avez encore largement sous le pied, il ne faut pas hésiter. Si jamais on voit que pendant le hackathon, vous arrivez aux 1000, on remontera les seuils, il n'y a aucun problème. Les 1000, c'est juste pour donner une première limite. Vous choisissez le plan, vous n'oubliez pas de cliquer sur demander ce plan. Vous choisissez l'application qui va souscrire à ce plan-là, donc normalement vous en avez une, vous pouvez en créer autant d'applis que vous voulez. Vous choisissez l'application et vous validez. À ce moment-là, moi je reçois un mail de validation et c'est ce mail, c'est cette demande-là que je valide. Et à l'issue de cette validation, moi je vous envoie toute la doc pour pouvoir accéder aux API qu'on met à votre disposition. D'accord? Mais tant que vous n'êtes pas arrivé jusqu'à cette étape-là, vous ne pouvez pas utiliser les API. Et je pense qu'il y a pas mal de personnes qui sont restées un peu coincées sur cette difficulté-là. Voilà, bon, j'espère que ça a été clair, cette partie-là. Sur les API, comment ça fonctionne? Nos véhicules, donc qui ont été activés à la demande des clients, vont remonter toutes les minutes une trame qu'on appelle la trame périodique et qui va contenir toutes les informations qui ont été collectées pendant 7 minutes. Cette trame, c'est une trame technique qui est encodée avec nos informations. On va les collecter dans nos data centers, les traiter et vous les mettre à disposition au travers de l'API et puis vous allez pouvoir les consommer en JSON pour vos applications mobiles. Donc il y a cette trame périodique qui est faite toutes les minutes. Et il y a également une trame qu'on appelle trame événementielle qui est soit générée lors d'un crash, mais également au démarrage du véhicule, à l'arrêt et lors de l'enclenchement du mode privacy. C'est cette trame-là qui va dire que le véhicule est en mode privé, qu'il ne faut pas collecter les informations. Vous allez voir que ces deux trames-là, elles ne remontent pas les mêmes informations au même rythme, et je vais vous montrer tout à l'heure la fréquence d'échantillonnage des informations. La référence que l'on a dans les API, c'est la seconde 41. En général, quand vous demandez une API et que vous oubliez de mettre la liste des secondes que vous voulez requêter, on vous renvoie la seconde 41. C'est une norme qu'on a choisie chez nous et ça ne changera pas, c'est comme ça. Voilà. Alors, pour accéder à ces API, vous aurez besoin de plusieurs informations. Le client ID, on l'a vu, c'est la clé de votre application, c'est votre donnée qui vous appartient. Ensuite, l'utilisateur de votre application devra, lui, saisir plusieurs informations. Le VIN, c'est le Vehicle Identification Number, c'est un numéro de série, c'est l'équivalent d'une adresse MAC, c'est un numéro unique qu'on donne à chaque véhicule entre tous les constructeurs. On est sûr qu'il n'y a aucun constructeur qui va donner 2 fois le même numéro et qu'il n'y a pas 2 numéros identiques entre 2 véhicules de 2 différents constructeurs. Ça, c'est une première information. La deuxième information qu'il va devoir saisir, c'est son numéro de contrat. L'utilisateur, le client, a dû souscrire à un contrat de consommation de ces API, enfin de collecte de ces données, et c'est ce numéro de contrat que vous allez devoir, enfin que l'utilisateur va devoir saisir dans votre interface. Et enfin, il y a un dernier code qui est ce qu'on appelle le code secure, qui est un token qui est généré pour l'utilisateur et qui permet de valider que c'est bien l'utilisateur qui accède à ces données. Les seules données que vous avez le droit de stocker, ce sont le VIN et le contrat. Si vous stockez tout sur votre appli, on casse la confidentialité des données, donc il faut éviter de faire ça. C'est ce que je dis là. Ce que vous pouvez faire, c'est stocker le VIN et stocker le numéro de contrat. Ce que vous ne devez jamais faire, c'est stocker le code secure. Même dans un keychain d'iOS, je souhaite pas trop qu'on stocke le code secure. Pour qu'il y ait une expérience utilisateur plus sympa, vous pouvez proposer à l'utilisateur de stocker sur le mobile le VIN et le numéro de contrat, parce que c'est des informations qu'on peut retrouver assez facilement. Par contre, le code secure, c'est interdit ça. Alors, les API, on les a organisés autour de 9 thèmes. Les 9 thèmes, on vous les a présentés lors de la journée de lancement. Si vous voulez rentrer dans le détail, vous pouvez regarder la journée de lancement qui a été enregistrée sur YouTube. Mais on va regarder nous plus en détail la playlist qui va servir à faire la démo tout à l'heure. Ok, donc les API, je vous ai dit que les API étaient échantillonnées, les données étaient échantillonnées à différentes fréquences. Par exemple, la position GPS est relevée, elle, toutes les 6 secondes.
Donc ça sert à rien de vouloir récupérer la position GPS toutes les secondes, vu qu'on ne pourra pas vous donner cette information-là. Donc les taux d'échantillonnage des données, on va le mettre à disposition sur le service, sur la partie documentation du site Service Data. Là, dans un premier temps, moi ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer un petit document, qui est là. Donc voilà, donc on a deux trames, la trame périodique et la trame événementielle. On va regarder la première trame qui est la trame périodique. Je vais zoomer un petit peu. Voilà, donc là, sur le côté, on a le nom des données qu'on va remonter. Et puis, là, vous avez toutes les secondes, de la 1 à la 60e seconde. Et quand il y a une croix, c'est qu'on va récupérer la data. D'accord? Et c'est ce gros bloc d'informations qu'on renvoie toutes les minutes dans le data center et que nous, après, on retraite et qu'on vous met à disposition au travers des API. Donc, par exemple, les coordonnées GPS longitude et latitude sont récupérées à la seconde 6, à la seconde 12, à la 18, etc., etc., etc. Donc, quand vous avez l'API Place, par exemple, bah, vous pouvez récupérer, vous pouvez demander à l'API de vous donner les positions à la seconde 6, 12, 18, 24, etc. De la minute qui vient de s'écouler. Le cap, par contre, là, vous l'avez toutes les secondes. Parce que le cap, bah, c'est la direction du véhicule, et sur un rond-point, par exemple, bah, ça peut vous donner des indications pour placer le véhicule sur le rond-point. Donc, vous voyez que toutes les données ne sont pas échantillonnées à la même fréquence, et qu'il va falloir utiliser ce tableau pour savoir quand est-ce que vous allez récupérer les données du véhicule. On a également la trame événementielle, qui est sur le même principe. Et là, la trame événementielle, vous avez vu, on va échantillonner beaucoup plus fréquemment, mais c'est c'est cette trame-là qui n'est renvoyée qu'au démarrage, à l'arrêt, en cas d'accident, ou lorsque l'on set le mode privacy. Alors, lorsqu'on set le mode privacy, cette trame est envoyée, et ensuite, ça bloque la remontée de la trame périodique. Et le trajet. Ça fait une fin de trajet, exactement. Alors, si on veut par exemple récupérer la position d'un véhicule, on peut utiliser un curl pour aller interroger l'API. Si on va sur le site des API, ici, vous allez avoir la liste, donc les 9 thèmes qui sont regroupés sur le bas de l'écran. Si on regarde Place par exemple, vous avez ici deux API différentes pour localiser votre véhicule, soit la position de la dernière minute du véhicule, donc en faisant une requête sur cette commande-là, où on voit qu'il va falloir qu'on fournisse le VIN, le contrat, et pour l'instant le code sécure n'est pas obligatoire, donc le mettez pas. On va le rendre obligatoire, mais pour l'instant il ne l'est pas. Pardon. Et vous pouvez tester avec cette interface le rendu, enfin le retour que vous allez avoir de l'API. Là par exemple j'ai demandé sur un véhicule avec un code contrat la seconde 6 et on m'a renvoyé cette position, ce gison qui est là. D'accord ? Donc voilà, donc là sur l'API curl, sur l'API, si on fait une commande curl, on va rappeler le chemin de l'API en n'oubliant pas de renseigner son client ID qui est la clé de votre application, et vous allez recevoir en retour un JSON qui est structuré de cette façon. Vous avez l'objet latitude avec ensuite un tableau de hash qui va correspondre à un couple clé-valeur, et la clé c'est la seconde que vous avez demandé et la valeur en l'occurrence là c'est la latitude. Donc là j'ai demandé qu'une seule seconde. Si j'avais demandé 2 secondes, j'aurais eu, imaginons que je demande la seconde 6 et la seconde 12, j'aurais eu le 6 avec la position à la seconde 6 et ensuite en dessous le 12 avec la position à la seconde 12. Etc., etc. Ça, c'est pour chaque objet qu'on va retrouver dans ce gros objet-là. Et ici, vous avez la date de mise à jour de cette information, parce que
c'est pas parce que vous faites la requête à un instant T que la voiture est allumée ou elle a communiqué l'information. Donc là, on va vous donner la dernière date de mise à jour que nous, on a reçue. Voilà, alors je crois qu'il nous reste un peu de temps, là, exactement, on est à peu près à la moitié de la presse. Moi, ce que je vous propose, c'est de faire une petite étude d'une application mobile que j'ai réalisée sur Cordova. Alors, l'idée, c'est pas, bien sûr, c'est pas de vous faire un cours sur le développement des mobiles. Je pense que vous êtes plus balèze que moi sur ce sujet-là. Moi, j'ai fait rapidement une petite démo avec Cordova. Je pense que vous connaissez tous, c'est Cordova PhoneGap. Ça permet de faire des applis en HTML et en JavaScript pour mobile et qui sont, c'est des applis qui sont après enfin, qui fonctionnent sur Android, sur iPhone, sur Windows Phone et s'il y a quelques rares malheureux qui ont un BlackBerry, ça devrait fonctionner aussi dessus. Donc l'idée de cette petite appli, c'est de retrouver où on a garé sa voiture. Donc vous avez un bouton là, on nous dit qu'il faut qu'on renseigne le VIN et le numéro de contrat. On a une petite zone préférence où là je vais mettre le numéro de mon véhicule, son numéro de contrat et mon code sécure. J'ai la possibilité d'enregistrer sur le mobile le VIN et le contrat. Alors si on veut la tester un petit peu, j'ai des datas de démo. Hop. Donc ça c'est les datas que moi je vous envoie quand on a validé vos accès. Voilà, et le code secure, là je peux mettre un truc bidon parce qu'aujourd'hui c'est pas activé. Voilà, donc j'enregistre ces informations et maintenant si je clique sur le bouton, on va aller récupérer la position du véhicule et l'afficher. Donc là, il se trouve que la voiture se trouve pas très loin de là où je suis, parce qu'elle est juste dans le bâtiment en face et elle est garée dans les parkings de PSA à Poissy. Alors, comment ça fonctionne? Je ne sais pas si vous êtes très familier de ce truc-là. C'est du JavaScript et puis du HTML5, donc je pense que tout le monde voit à peu près comment ça marche. Alors, si on parcourt un peu le code qui est dans cette appli. Excusez-moi. Donc on va commencer par renseigner dans une variable l'URL de l'API, l'URL de base. Je vais stocker mon API key pour faire mes appels et je vais créer mon application. Ensuite, ici, j'ai créé donc tout ça c'est réalisé avec un framework qui s'appelle Angular, que vous connaissez peut-être, qui permet de faire des applications mobile en HTML et JavaScript et c'est particulièrement adapté à des applications où on déporte une partie de l'intelligence sur le client et où on va consommer des API. Donc là j'ai créé un objet local storage qui permet de stocker les informations sur le véhicule. Donc j'ai fait des fonctions de un get, un set d'un objet et un get d'un objet. J'ai créé ma petite fonction, mon objet véhicule, dans lequel je vais stocker le VIN et le contrat et la position. Donc pour l'instant on ne sait pas où se trouve la position du véhicule. Et j'ai une petite fonction getLocation qui va aller récupérer dans l'API la position du véhicule. Donc pour ça, j'ai un objet ressource qui permet d'aller consommer des API auquel je passe l'URL de l'API avec le chemin reste pour interroger. Je lui passe en paramètre le VIN, le contrat et ici la liste des secondes que je veux récupérer. Comme je sais que la position GPS est prise toutes les 6 secondes, je vais lui passer un tableau, une liste de secondes et espacée de 6 à chaque fois. Plus, j'envoie à la fin mon API key qui va permettre d'authentifier mon application sur le portail des API. D'accord? Donc cet objet ressource, lui, va faire la requête HTTP sur le serveur et une fois qu'on va recevoir la réponse, on a un promise. Donc lui, le promise, c'est une promesse, hein, et donc il va attendre la réponse. Et une fois que la réponse est rendue par le serveur d'API, on va exécuter le bloc de code qui est en dessous.
Et en gros, là, l'idée, c'est que je vais récupérer le tableau des latitudes. Alors, il se trouve que nous, ça fonctionne pas trop mal, mais vous n'êtes jamais sûr, quand vous recevez un tableau de H, de le recevoir dans l'ordre. Donc nous, on va le retrier, et puis on va le dépiler pour prendre la dernière seconde où on a de la data. Donc c'est un peu l'idée de ce qui est écrit ici. On récupère toutes les latitudes, on trie les clés, et ensuite on parcourt le tableau à l'envers, et dès qu'on trouve une valeur, ça veut dire qu'on a trouvé une latitude correcte, et on va dire que la position, c'est sur cette dernière seconde correcte. D'accord ? Parce qu'il se peut que sur la dernière minute, on n'ait pas réussi à récupérer la position GPS du véhicule, parce que soit le véhicule n'était pas joignable, soit l'antenne GPS n'a pas réussi à récupérer les satellites et n'a pas réussi à calculer la position. Donc il se peut que nous, quand on vous renvoie la donnée, on vous renvoie la donnée formatée, mais brute, pour que vous ayez les positions vraiment correctes du véhicule. On ne va pas retravailler l'information pour vous donner une information approximative. On vous donne la vraie data du véhicule. Donc il se peut que vous ayez des secondes qui soient vides. Donc bien tester, bien penser à tester que quand vous recevez la réponse, eh ben, les secondes que vous avez requêtées, il y a bien quelque chose dedans. Parce que si la voiture n'a pas reçu les informations aux secondes que vous avez demandées, ben nous on ne les a pas reçues non plus et on ne peut pas vous les inventer. Alors, on a décidé de faire évoluer les API, je ne sais pas vous dire à quel horizon, mais on va faire évoluer les API pour que vous ayez une fonctionnalité d'approximation, et quand vous allez indiquer une seconde, on vous donnera la valeur la plus approchante de cette seconde. Et aujourd'hui, on vous donne vraiment ce qui sort de la bagnole, et si ce qui sort de la bagnole, ben, on ne l'a pas parce qu'on a des problèmes de communication ou je ne sais pas quoi, ben, on ne vous renvoie rien du tout, quoi. Voilà, et là on fait une petite gestion d'erreur assez simple. Hein. Si j'ai une erreur, je affiche un petit pop-up d'erreur. D'accord, donc ça c'est l'objet le plus compliqué de tout le code. Hein. J'ai été très courageux. La voiture. Ensuite, on a un petit contrôleur d'initialisation qui va aller regarder si j'ai déjà stocké sur mon téléphone le VIN et le contrat. Et si je les ai stockés, ben, à ce moment-là je vais les recharger. Et j'ai un petit contrôleur qui va me permettre de contrôler la sauvegarde de mes préférences. Donc dès que je clique sur le bouton Save, je mets à jour le VIN, le contrat. Et attention, là je l'ai remis dans le code, on ne doit jamais stocker le code secure. Hein. Si on choisit de ne pas sauvegarder, à ce moment-là on met tout à blanc. Comme ça on est sûr qu'on a tout effacé. Ensuite, voici la partie du contrôleur principal, donc la partie principale du code. Quand l'utilisateur appuie sur le bouton de rechercher mon véhicule, on va appeler cette fonction qui va aller récupérer les informations, construire l'objet car, appeler sur cet objet-là la fonction de récupération de la localisation. Et ensuite, on utilise une carte Google pour afficher la carte, la centrer sur la position de la voiture et rajouter un petit marqueur pour pouvoir indiquer où se trouve le véhicule. Et si on a un petit problème, ben, on affiche le message d'erreur. Donc c'est vraiment un exemple très simple pour vous montrer comment est-ce qu'on utilise l'API. C'est vraiment pas pour vous expliquer comment on code une application sur Android ou sur iOS, parce que de toute façon, sur Android ou iOS, vous préférez peut-être utiliser les frameworks dédiés. Mais c'était pour vous illustrer la façon de consommer l'API PSA. Alors, si je reviens sur mes petits slides, je crois que j'en étais par là. Voilà, je vous remercie. Moi, j'ai fait le tour de ma présentation. Je vous ai remis des petits liens. Vous avez le portail Service Data où vous allez trouver toute la documentation qui concerne nos API. Et vous allez trouver le lien qui va vous permettre de vous inscrire sur le portail développeur. Le tableau de l'échantillonnage des données
On va vous le mettre à disposition sous peu. De toute façon, moi ce que je vais faire, c'est que dans un premier temps, je vais vous envoyer à ceux à qui j'ai déjà validé les inscriptions, je vais vous envoyer les 2 documents PDF, là comme ça vous aurez la fréquence d'échantillonnage des datas pour pouvoir réaliser vos applications. Et puis si vous voulez revoir un peu le code que je vous ai présenté là rapidement pour la démo sur Cordova, je vous ai mis ça sur un petit GitHub. Vous pouvez les regarder dans le repos. Il y a tout le code qui est nécessaire à faire tourner l'application. Voilà, je vous remercie. Je ne sais pas s'il y a des questions. Oui, oui Noé, écoute, Michael a été très actif pendant ta présentation, donc il a répondu à toutes les questions, mais je pense que ça peut être intéressant pour toi de relire un petit peu ce qui a été posé, peut-être dire des choses à voix haute. Ça peut être intéressant. Ok. En tout cas, bon voilà, j'invite tout le monde à poser vos questions maintenant, bien sûr, c'est l'occasion. Voilà, on a effectivement un battle Damien-Laura très assidu sur les questions, donc c'est bien, vous avez raison de prendre l'information. Encore une fois, cette session est enregistrée, hein, donc sera mise en ligne sur YouTube, hein, sur la chaîne YouTube de la Mobile Banking Factory 2. Prendre la main sur la réponse sur la partie des coordonnées GPS. Je sais pas si on l'entend, je sais pas si on entend Michael. Ouais, mais là je viens de te unmute, hein, Michael, donc là tout le monde t'entend. D'accord, donc je vais juste reprendre le relais sur la partie des questions sur l'historique du GPS. Oui. Donc aujourd'hui nous avons donc 2 API sur le last position, donc la dernière position où se trouve le véhicule, et une API sur la récupération des données GPS par trajet. Donc aujourd'hui, il n'y a pas la mise à disposition d'une API sur l'historique des points GPS. Comme je disais, il y a potentiellement pas de souci à mettre en œuvre cette API. Il faut qu'on en discute, envoyer un petit mail sur les différents mails de Noé ou de moi pour qu'on en discute. Quel est votre besoin exact de récupérer, par exemple, la liste de toutes les dernières positions des 100 dernières GPS. C'est pas impossible à faire, hein, il n'y a pas de problème de le faire. Il faut juste qu'on en discute pour savoir quel est le besoin exact et qu'on valide ça de notre côté. Concernant les dates retournées et quelle est la date time zone, toutes les dates sont, c'est vrai qu'on l'a peut-être pas dit, hein, sont bien en GMT. Donc c'est vraiment des dates GMT que l'on a. Donc c'est après la conversion pour l'utilisateur est à faire en fonction de l'interface. Donc il faut vraiment le faire par exemple en fonction du timeset de l'interface que vous développez. Voilà, je réponds à la question en même temps. Donc Damien et Annette, on reprend votre question et n'hésitez pas à voir avec Noé pour motiver votre demande sur ce sujet-là et on mettra en œuvre. Oui, Audrey, d'accord, je sais. On a hélas pas eu trop de temps de mettre la doc en ligne, on l'a fait très rapidement et pas de souci, on va faire des efforts là-dessus sur la documentation. On sait très bien, même nous-mêmes, des fois il faut qu'on s'améliore là-dessus, il n'y a pas de souci, on va faire un effort, promis. On vous challenge, hein, c'est aussi le... Non, mais elle a tout à fait raison, c'est très important la documentation dans une application et elle a tout à fait raison de faire la remarque. Alors, quel est l'intérêt de mettre le list zone? La question s'est beaucoup posée, hein, d'autres personnes, d'autres développeurs nous ont aussi posé. On met le list seconde parce qu'on peut avoir nous, on veut donner en fait l'information technique. Donc on donne l'information technique qui est liée au véhicule proprement dit. C'est-à-dire que c'est de l'information brute, comme vous l'a dit
Noé, qu'on vous met à disposition. C'est pas des calculs, c'est pas des choses éléments calculés, même si on vous en donne, par exemple, il y a des informations sur le CO2 qui sont des éléments calculés. Là, on vous a rajouté aussi l'accélération, parce qu'on peut pas vous donner la vitesse. Des autres personnes sont peut-être dans la salle, mais ils nous ont demandé l'accélération, donc on vous a mis aussi l'accélération. Mais les listes de secondes est là pour en fait pouvoir récupérer la valeur à la bonne seconde. On n'est pas là pour interpoler des données. Ça vous permet de vraiment, par exemple, dans un rond-point ou pour un cap ou pour un point de géologue, de véritablement faire un dessin du rond-point. C'est-à-dire que même nous, on a des use cases en interne où on a besoin de voir, par exemple, l'approche dans un rond-point. Et donc là, le liste seconde vous permet de récupérer toutes les minutes, donc avec une minute fonctionnelle, l'ensemble de ces éléments. Et pourquoi ce 10 secondes? Tout simplement parce que aujourd'hui, la donnée de référence est la valeur 41. Cette 41e seconde, vous récupérez l'ensemble des éléments les plus coordonnés sur l'ensemble des indicateurs, et le liste seconde vous permet d'avoir les valeurs qui sont avant, par exemple pour un cap ou les choses comme ça. Quand vous êtes dans un rond-point, si on vous donne pas toutes les informations à la seconde, vous pourrez jamais dessiner une information sur un rond-point. Tout dépend des use cases que vous avez, hein. Mais le liste seconde vous permet d'être très précis sur la récupération de la donnée. En espérant d'avoir répondu à la question de Audrey. Donc c'est pour être vraiment très précis, on peut même faire des calculs mathématiques avec ces données-là, c'est ce que nous faisons, hein. Comme Noël a dit, là on est sur vraiment du mobile, on est très orienté mobile autour de ces applications-là. Il vous a donné aussi des astuces avec le CURL. Pour ça, ceux qui savent développer un peu le CURL, vous êtes capable de pouvoir faire un batch et d'appeler les informations toutes les minutes sur une voiture potentiellement, et de récupérer au fur et à mesure toutes les informations que vous voulez récupérer par rapport à l'ensemble des API. Donc au-dessus, on ne vous a pas aujourd'hui trop limité pour que vous ayez beaucoup de données, mais vous êtes capable de reconstituer un trajet même minute par minute, hein, il n'y a pas de limitation. Alors, je réponds aussi à la question de Timothée. Vous avez une API qui s'appelle Information Véhicule. Il me semble, je ne sais pas si on l'a mis à disposition dans le hackathon, je vais vérifier, mais c'est quelque chose qu'on peut vous ouvrir parce qu'elle existe. Donc, on pourrait potentiellement vous l'ouvrir. On a une autre API qui est disponible aussi, qui est ce qu'on appelle Visuel 3D. Qui vous permet en fait chez nous de voir la voiture en 360 degrés en fonction du VIN que vous passez. Donc c'est quelque chose qu'on pourrait potentiellement aussi vous ouvrir. Voilà, donc ça vous permettra de faire des applications, parce qu'en fait un VIN, lorsqu'on met un VIN dans cet outil-là, ça nous permet de voir la bonne couleur de la voiture. Parce que si vous dans vos applis, vous faites une application où vous avez une voiture bleue et puis que le mec en fait, en face de lui il a une voiture rouge, il se dira ouais c'est sympa mais j'ai pas la bonne voiture en face de moi au niveau de la couleur quoi. Alors, donc on a mis en place une API qui vous permet en mettant ce VIN-là de récupérer en fait la bonne couleur, le bon type, le bon on va dire référence de la donnée véhicule. Alors l'historique des données sont pris depuis longtemps, oui et non, c'est-à-dire que l'historique des données, elle se fait au fur et à mesure de la déclenchement du contrat, donc c'est en fonction du déclenchement du contrat que l'on active. Quels sont les barèmes à des évaluations? Ça, vous avez dans l'API référentielle. Dans l'API référentielle, si vous mettez dans la partie langue, la langue fr_fr, on respecte les standards web de l'API, voilà, vous allez avoir les informations liées au libellé qui s'affichent et aux informations de libellé et donc au barème d'évaluation. Mais après c'est quelque chose qu'on peut aussi, donc je note Audrey là que c'est quelque chose qu'on peut mettre à disposition sur notre site. Donc dans la documentation, vous mettre quelles sont les références par rapport à la partie eco-driving. Donc c'est une note, hein, l'éco-driving qui est entre 1 et 10 selon différents items qui sont la pente, l'accélération du véhicule, des choses comme ça. Donc on pourrait, on ajoutera, comme Audrey me l'a fait bien remarquer tout à l'heure, des informations dans la doc. Tout à fait, bonne remarque aussi.
Et quel est le data? Ok, je ne sais plus. L'historique des données sont pris depuis longtemps. Oui. Est-ce que le carnet d'entretien du véhicule est accessible et des opérations de maintenance sélectionnée? Non. Timothée, non, nous n'avons pas cette information-là. Cette information est plus ou moins dite confidentielle pour la partie véhicule. Donc non, nous, on n'a pas le carnet d'entretien du véhicule. Et donc non, on n'a pas cette partie-là. Donc je note, hein, j'ai noté hein, les différents éléments que... Voilà, et Noël a mis, hein, si vous avez un problème de connexion, vous avez, on a mis le mail de connectedcar@mpsa.com. Plus globalement, si vous avez des questions hein, sur l'API ou si vous avez des problèmes, vous n'hésitez vraiment pas du tout à utiliser cette boîte mail. C'est une boîte mail qui est partagée. On est plusieurs à recevoir les mails qui sont envoyés sur cette boîte et on peut vous aider là-dessus. C'est pareil, le Slack. Moi, je suis là régulièrement sur le Slack. J'essaie de répondre le plus rapidement possible à vos questions. Je suis là même tard le soir et le week-end. Donc, n'hésitez pas. On est là pour vous aider. Et aujourd'hui, on n'a que 3. Enfin, je vous ai envoyé la liste de 3 véhicules. Sur les 3, il y en a un qui marche pas bien. Je suis en train d'en chercher un 3e. Et dès que j'ai le 3e, je vous enverrai également les logins, enfin les données de connexion pour ce 3e véhicule. Mais bon, déjà avec les 2 que vous avez, vous pouvez déjà commencer à faire quelques petites démos sympas. Donc pour répondre à Pierre-Antoine, oui, on a bien le chemin en fait, donc l'ensemble des positions GPS liées à un trajet. C'est ce qu'on disait hein, via l'API Trips. Vous avez la possibilité de récupérer les informations d'un trajet. Alors, du coup, excuse-moi, Michael, juste avant que tu enchaînes là-dessus, 2 choses. Je pense que ce qui peut être pas mal, c'est lorsque tu as des questions, c'est de les lire de manière à ce que justement sur le webinaire, les gens qui ne voient pas la question puissent comprendre l'intérêt de la réponse. Et une deuxième chose, Noé, on en parlait tout à l'heure. Vu que la prochaine session, donc le webinaire est prévu mardi prochain. Bon, je pense que ça peut être aussi intéressant parmi les participants. Si vous avez des choses que vous voulez voir un petit peu plus en particulier, hein, je sais pas ce que tu en penses, Noé, mais n'hésitez pas à partager là maintenant des idées sur lesquelles vous aimeriez justement avoir un petit peu plus d'informations. Donc voilà, je te laisse reprendre, Michael. D'accord, donc j'aurais lu la question, oui, tu as raison, je pensais que tout le monde les voyait, mais donc jusqu'à combien de données peut-on demander par seconde? Il n'y a pas de limitation du nombre de requêtes demandées par seconde. Vous êtes limité aujourd'hui à 1000 rates par jour, donc vous êtes limité à 1000 requêtes HTTP par jour de données. Donc il n'y a pas de limitation par nombre de secondes, mais normalement, hein, c'est ce qu'on vous expliquait tout à l'heure, nous on remonte les données des véhicules par tranche fonctionnelle cohérente par minute. Donc ça veut dire que c'est pas la peine de l'appeler toutes les secondes. Vous pouvez par contre l'appeler toutes les minutes, ça suffira largement. Mais bon, avec les 1000 rates, vous risquez d'être vite limité. Avez-vous envisagé de pouvoir coupler VIN et plaque d'immatriculation? Alors aujourd'hui, la plaque d'immatriculation est une donnée à caractère personnel, ce qu'on appelle une DCP. Elle est liée à la carte grise, donc c'est les données vraiment personnelles de la personne. Aujourd'hui, nous ne voulons pas coupler par rapport à la plaque d'immatriculation. Par contre, des données qu'on peut vous donner en plus dans cette API information véhicule, c'est la date d'immatriculation, si ça peut vous intéresser dans le use case. Mais par contre, non, on ne fait pas le couplage VIN plaque d'immatriculation. Donc c'est 1000 jours, répond à la question suivante, 1000 jours par voiture ou par application, c'est 1000 requêtes HTTP par application. Exactement. Et par API. C'est-à-dire que dans les API, vous avez, elles ont été regroupées en 9 thèmes. Dans ces 9 thèmes, vous allez avoir des listes d'API et chaque liste d'API est limitée à 1000 hits par jour pour une appli. Si vous avez 2 applis, vous avez 2 fois 1000 hits. Et aujourd'hui, on ne vous limite pas dans le nombre d'applis.
Et donc pour ceux qui sont, voilà, nous sommes très ouverts aux questions, aux interrogations et surtout même potentiellement à des cas que nous n'avons pas vus et qui peuvent vous intéresser pour faire évoluer nos API. On est là aussi bien pour vous les montrer que pour que vous appreniez nos API et que nous, on apprenne l'utilisation que vous en avez à faire. Et on est très ouvert à des questions, des recommandations. Là, Audrey l'a fait sur la doc tout à l'heure, mais véritablement, on est très ouvert à toutes les questions et nouvelles API que vous avez besoin là-dessus. On peut nous regarder, les développer et puis les mettre en ligne en fonction de vos besoins. Bon, mais très bien, mais je pense que... Si vous avez d'autres questions. Oui, effectivement, voilà, on a encore 10 minutes effectivement pour poser vos questions. Voilà, encore une fois, j'en profite pour vous rappeler de toute façon que ce webinaire est enregistré, sera mis en ligne sur la chaîne YouTube. Également, pour les Parisiens, on organise le premier hackathon la semaine prochaine, ok, donc voilà, on attend entre 10 et 15 équipes, mais on a besoin de savoir qui c'est qui sera là, qui c'est qui est chaud pour venir rusher en groupe pour le samedi et le dimanche. Donc puisque nous, il faut qu'on s'organise au niveau logistique, donc au niveau de tech support, on a déjà des équipes mobilisées. Mais il faut qu'on prévoie voilà, comment on organise ça. Et puis pour les provinciaux, je vous propose qu'on fasse des sessions online qu'on calera un petit peu individuellement. Laura, est-ce que l'équipe doit-elle être au complet? Non, ce n'est pas nécessaire. Il faut savoir que après, bon voilà, c'est aussi un espace de travail pour que l'équipe puisse bosser, mais c'est pas, enfin, voilà, l'équipe ne doit pas être au complet. J'imagine que sur une équipe de 6, bien évidemment, tu dois avoir certains qui ont des contraintes, donc non, il n'y a pas de problème. Mais bon, voilà, essayez de venir au maximum, tous les gens qui sont là ce week-end, essayez au moins de passer. Voilà, on commencera dès le matin à 10 heures et on terminera le soir vers 23 heures et on reprendra le lendemain probablement le dimanche après-midi. Donc voilà. Je pense qu'il y a une dernière question pour toi, Michael. Seulement les voitures françaises sont... Une dernière question d'Annette qui est... Ouais. Alors seulement les voitures françaises sont connectables. Alors non, c'est pas une question de voitures françaises. Aujourd'hui, nous ouvrons l'ensemble des connectivités ou de la connexion, je sais pas comment le dire, sur la partie véhicules connectés dans le G11. Donc en fait, c'est France, Allemagne, Angleterre, Espagne, Italie, etc. Donc on va avoir des données un peu partout donc en Europe. Voitures françaises, donc aujourd'hui les données qui sont envoyées viennent de ce que l'on appelle des BTA, des boîtiers télématiques autonomes qui sont dans nos véhicules, Peugeot et Citroën. Et en plus, donc à partir de fin avril, nous allons avoir les boîtiers aftermarket. Donc c'est des boîtiers que l'on rajoute dans nos véhicules. Donc ça peut être les anciens ou même des Renault ou des Peugeot, des Audi, différentes marques. Un boîtier donc qui s'appelle le boîtier Chiantic. Vous regarderez sur internet, chiantic.com. Là-dessus, en fait, on va récupérer ces données de ces boîtiers de la même manière qu'on récupère les données BTA. Pour vous, vous n'aurez pas la différence entre les boîtiers Chiantic ou une voiture BTA. Alors on va essayer de rajouter au fur et à mesure dans les API ce qu'on appelle un champ source qui vont quand même vous dire d'une certaine manière si c'est un Chiantic ou si c'est un BTA, mais logiquement c'est exactement la même chose que d'autres boîtiers qui sont mis en place. On va avoir aussi d'autres boîtiers qui vont être ajoutés qui s'appellent le boîtier VULOG.
vous regarderez aussi sur internet, pour faire ce qu'on appelle le car sharing, donc le partage automobile. Et pareil, de la même manière, on va récupérer ces données-là de ces boîtiers Vulog pour les intégrer dans nos SI et remonter la donnée de la même manière. Et Vulog se connecte sur des Audi, sur des Renault, sur l'ensemble des voitures. Et on va centraliser l'ensemble de ces données. À partir de quelle année les véhicules sont-ils connectés? Alors, on a des BTA depuis 2004. À PSA, les BTA ont été déjà mis depuis 2004. Par contre, les BTA, j'ai dit quoi? Ah non, mais qu'est-ce que c'est qu'un BTA? Ah, BTA. Oui, le BTA, c'est les boîtiers télématiques autonomes, je crois que je l'ai dit, mais c'est vraiment le boîtier qui nous permet de remonter la donnée et qui est lié en fait à ce qu'on appelle l'appel d'urgence. C'est-à-dire toutes les voitures qui ont l'alper d'urgence depuis 2004 possèdent ce boîtier télématique autonome, et c'est en fait une mise à jour du software de ces boîtiers-là qui vont nous permettre en fait de remonter la donnée. Il faut savoir qu'à partir de 2017, il va être obligatoire en Europe d'avoir un bouton d'appel d'urgence dans les voitures. Donc ça va être standardisé partout au niveau de l'automobile. Et nous, on a déjà pris un peu le pas sur ces éléments-là en disant que ce BTA serait au fur et à mesure dans l'ensemble de toutes les voitures de PSA plus Citroën. Donc en gros, on aura véritablement ces BTA dans toutes les voitures à partir de 2017. C'est pour ça qu'on s'y met maintenant à diffuser la donnée, parce que de cette manière, on va récupérer au fur et à mesure l'ensemble des données de l'ensemble de ces véhicules. Voilà. Donc c'est 2004 pour répondre à la question. Et donc si vous avez un véhicule qui a l'appel d'urgence, on peut le connecter et vous pourrez utiliser les données de votre propre véhicule dans votre application. Ça peut être votre voiture ou celle d'un de vos collègues, ou véritablement on est ouvert à mettre en place et à activer les véhicules en fonction du consentement du client. On l'ouvre toujours selon le consentement du client. Le client reçoit on lui fait une jolie petite lettre lui disant qu'il accepte d'utiliser en fait son véhicule dans ce cadre. Ah bah si tu veux, Laura, on active la voiture du patron, il n'y a pas de problème. Chez nous, elle est déjà activée parce que on le suit aussi. Non, je rigole. Mais oui, on a activé par exemple nous les voitures que vous avez ne sont pas des voitures de directeur, ce sont des voitures de flotte chez nous. Mais nous, oui, on fait nos tests avec les voitures de nos directeurs, mais là on peut pas tous les donner parce que voilà. Attention, t'es enregistré, Michael. Hein. Ouais. Bon, bah, très bien. Du coup, je pense qu'on va finir là-dessus. Noé, Michael, merci beaucoup. Voilà, encore un webinaire très intéressant. Merci aux participants. Et puis, à mardi. Donc, pour rappel, mardi, c'est donc entre 13h et 14h. Ok, donc deuxième session webinaire PSA plus Citroën. Donc voilà, encore une fois, si vous avez des suggestions, des sujets à voir, n'hésitez pas à en parler sur le groupe Slack Peugeot Citroën, ou même par l'intermédiaire de l'adresse mail que Noé a partagé tout à l'heure. Et puis voilà, bon courage pour ceux qui bossent dur. Voilà, une tarte de voir un petit peu ce que tout le monde a fait. Je vous dis excellent week-end et à mardi. Merci à tous, à mardi. Et si vous avez des idées pour mardi, ne me les envoyez pas mardi matin. Parce que sinon je vais avoir un peu de mal. En tout cas, merci, bonne chance et à bientôt. Merci à tous les deux, merci.